Proust pour tous, version abrégée de À la recherche du temps perdu, à l'ombre des jeunes filles en fleurs. Première partie, autour de Madame Swann. Lorsque ma mère invita à dîner pour la première fois M. de Norpois, elle pensa que Swann et Cottard auraient été également de bons convives. Mais Cottard était en voyage et Swann n'était plus reçu dans la famille. Comment le changement d'un Swann très discret, tel qu'on l'avait vu à Combray, devenu un parvenu fier de ses relations, et celui de l'insignifiant docteur Cottard, métamorphosé en brillant professeur, avait-il pu s'opérer? Swann avait acquis la personnalité du mari d'Odette qu'il était devenu, position à laquelle il s'était adapté, où il fréquentait un monde de fonctionnaires mariés à des femmes quelconques. Le changement de Swann m'avait été insoupçonnable lorsque pour moi il était apparu comme le père de Gilberte aux Champs-Élysées. Quant au docteur Cottard, l'époque où Swann fréquentait comme lui les Verdurins était lointaine, et, bien qu'auteur de calembours d'un goût douteux, il était grand clinicien, respecté professionnellement de tous ses jeunes confrères. De plus, il avait acquis avec l'âge une impassibilité, une froideur qui l'avait bien servi dans sa carrière hospitalière, et il ne retrouvait son naturel plus timide et aimable à l'excès que chez les Verdurins. Le marquis de Norpois avait été ministre, et il était encore chargé de missions diplomatiques, mandé par des gouvernements radicaux qui se servaient de son nom pour prouver leur largesse d'esprit, alors que lui-même les utilisait pour ajouter à son nom une influence politique. Sa longue carrière de diplomate lui avait modelé un esprit négatif, timoré, pour lequel l'affirmation des idées a moins de place que l'uniformité des esprits. Il n'employait que peu de mots, mais bien choisis. On le trouvait froid à la commission où il siégeait avec mon père, qu'il avait pris en sympathie. Cette sympathie étonnait d'ailleurs mon père, qui, étant peu aimable, était de ce fait peu recherché. Mon père était flatté de cette amitié, et, s'intéressant à la politique étrangère, il profitait de ses liens avec Norpois pour en apprendre plus. Ma mère avait des sentiments plus réservés vis-à-vis de l'ambassadeur, dont le style oratoire lui paraissait démodé. Mais, faisant dans cela son devoir d'épouse, elle exagérait son admiration pour l'ambassadeur, flattant ainsi délicatement son mari, objet d'un intérêt si parcimonieusement distribué. Elle n'avait d'ailleurs pas à se forcer trop. Les manières impeccables, la conversation mesurée, la douceur du ton du diplomate, le rendant tout à fait supportable, sinon passionnant. Norpois vint dîner pour la première fois chez nous le soir où je venais de voir la Berma jouer Phèdre, et où j'eus l'occasion, parlant avec lui, de constater que mes sentiments pour Gilberte, avec qui je jouais aux Champs-Élysées, étaient tout autres que ceux que sa famille inspirait habituellement. C'était grâce à M. de Norpois que j'avais eu l'autorisation d'aller entendre la Berma avec ma grand-mère. En plus de convaincre mes parents de me laisser aller au théâtre, il avait influencé mon père sur un autre point plus important. Me laisser tenter une carrière littéraire, et non diplomatique comme il en avait rêvé jusque-là pour moi. Mon père me recommanda d'écrire quelque chose que Norpois puisse montrer à un ami influent, directeur de la Revue des Deux Mondes. J'essayais en vain, et j'enrageais, incapable de trouver la moindre inspiration, découragé, sûr de ne pas avoir de don. Seule l'idée d'aller voir jouer la Berma me consolait. J'allais voir enfin ce que j'avais tant désiré, entendre la grande actrice dire « On dit qu'un prompt départ vous éloigne de nous, Seigneur !» Et ça, je le désirais autant que de me promener en gondole à Venise. Je voulais voir la Berma jouer dans une pièce classique que je connaissais par cœur, afin de mieux juger de son talent, plutôt que dans ces pièces nouvelles où elle apparaissait maintenant le plus souvent et dont je ne connaissais pas les textes. Le médecin avait déconseillé à mes parents de me laisser aller au théâtre. Ils allaient suivre son conseil quand je les implorais de m'accorder leur permission. J'attendais de cette représentation de Phèdre, ainsi que d'un voyage à Venise ou à Balbec que j'espérais voir un jour, plus que du plaisir,
la découverte de vérités d'un ordre plus réel que celui du monde où je vivais, et qui ne dépendait pas des contingences de ma vie oiseuse. Je me rappelais les termes de la brochure donnée par Gilberte et écrite par Bergotte sur le jeu de la Berma, et fis tout ce qui était en mon pouvoir pour convaincre mes parents de me laisser aller la voir jouer. Mais, quand à ma surprise mes parents me donnèrent leur accord, tout à coup je trouvai des arguments pour ne pas y aller, si tant la peine que ma sortie leur ferait. De plus, cette obligation à présent créée d'avoir du plaisir me faisait peur. Et puis, ne tomberais-je pas vraiment malade, ce qui m'empêcherait de voir Gilberte à son retour de vacances? J'étais déchirée par ce choix douloureux, y aller ou pas. Cette torture cessa, remplacée par un désir, un élan tout frais, lorsque je lus inscrite sur la colonne Maurice la date de la représentation. J'étais enfin prêt, l'imminence de cette représentation ayant balayé le vague de l'idée que je me faisais du génie de l'actrice. Hélas, je fus très déçu par cette matinée. Ma mère avait annoncé la venue de Norpois la veille à Françoise, enchantée d'avoir une bonne occasion de démontrer ses dons de cuisinière. Et, depuis la veille, Françoise, heureuse de s'adonner à cet art de la cuisine pour lequel elle avait certainement un don, stimulée, d'ailleurs, par l'annonce d'un convive nouveau, et sachant qu'elle aurait à composer, selon des méthodes sues d'elle seule, du bœuf à la gelée, vivait dans l'effervescence de la création. Comme elle attachait une importance extrême à la qualité intrinsèque des matériaux qui devaient entrer dans la fabrication de son œuvre, elle allait elle-même aux halles se faire donner les plus beaux carrés de robsteak, de jarrets de bœuf, de pieds de veau, comme Michel-Ange passant 8 mois dans les montagnes de Carrare à choisir des blocs de marbre les plus parfaits pour le monument de Jules II. Françoise dépensait dans ses allées et venues une telle ardeur que maman, voyant sa figure enflammée, craignait que notre vieille servante ne tombât malade de surmenage comme l'auteur du tombeau des Médicis dans les carrières de Pietrasanta. J'étais heureux juste avant la représentation, car je constatais, contrairement à mes craintes, que les places étaient disposées de façon que tout un chacun puisse voir la scène. Mon plaisir grandit à la vue du rideau baissé qui frémissait jusqu'aux 3 coups. Il grandit encore durant la petite pièce de levée de rideau, suivie d'un entr'acte si long que certains spectateurs manifestèrent leur impatience en tapant des pieds. J'en conçus la crainte que la Berma, agacée par un public si grossier, ne lui montrât son déplaisir en jouant mal. Quand la pièce commença, je crus qu'on avait modifié la distribution, car je pris la première puis la seconde actrice pour la Berma. Elles en avaient les gestes nobles et les intonations auxquelles je m'attendais de la part de l'actrice. Mais quand enfin elle fit son entrée en scène, ma déception fut immense. Plus de beaux gestes, plus de belles intonations. Malgré mon être tendu de façon à recueillir tout ce que j'étais prêt à admirer, le jeu de l'actrice n'ajoutait rien à une simple lecture de Phèdre. Même la déclaration à Hippolyte, passage que j'attendais le plus, fut déclamée avec monotonie, sans aucun des effets que même des lycéens auraient trouvés. C'est à la fin de ce morceau que je découvris que la monotonie du ton de la Berma était intentionnelle. Les applaudissements à tout rompre déclenchèrent mon admiration, et je me joignis à la foule dans l'espoir d'encourager l'artiste à donner le meilleur d'elle-même. Le public avait réagi confusément à l'une des belles trouvailles de l'artiste. D'autres applaudissements éclatèrent à contretemps. Je les suivais. J'étais pourtant déçu, tout en désirant faire durer le plaisir pour toujours. Malgré cette déception, j'espérais attendre beaucoup sur la Berma de M. de Norpois, à qui j'allais être présenté à la maison et qui avait rendu ma sortie possible. Je lui fus présenté par mon père et remarquai qu'il m'observait avec curiosité, tout en me parlant avec beauté, en grand diplomate qu'il avait été si longtemps. Il m'encouragea à me diriger vers la littérature.
Ces encouragements, tout au contraire, me confirmèrent que j'avais eu raison de renoncer à écrire. Je n'avais pas le don. Mais, en entendant Norpois, l'envie elle-même vint à me manquer. Malgré mes bafouillements devant son visage impassible, il me compara au fils de l'un de ses amis qui avait fait son chemin dans l'écriture et qu'il me recommanda d'aller voir de sa part, ce qui provoqua chez moi une pénible agitation. Par tendresse aveugle pour moi, mon père me fit montrer à M. de Norpois un poème en prose que j'avais écrit à Combray. L'exaltation avec laquelle je l'avais composé ne se transmit apparemment pas au diplomate, qui le lut sans dire un mot. Puis la conversation se porta sur les travaux de la commission où le marquis et mon père siégeaient ensemble. Ma mère les interrompit timidement pour que nous passions à table. À une question paternelle visant à me faire briller devant M. de Norpois, et malgré le désir d'apprendre quelle vérité je n'avais pas su découvrir dans le jeu de l'actrice, je ne pus qu'avouer avoir été déçu par le jeu de la Berma.